Bonjour à tous. Aujourd'hui a lieu du coup le premier webinaire de la Soframi, la Société française de médecine en milieu isolé. Pour ça, je vais d'abord vous toucher 2 mots sur qu'est-ce que la Soframi en tant que membre du bureau et ensuite on accueillera, notre orateur d'aujourd'hui pour une présentation sur les troubles hydroélectrolytiques dans l'ultra trail. Donc tout d'abord, la Soframi, qui est-on? En fait, on s'est basé sur le principe que la France a beaucoup, de territoires insulaires ou reculés, pour lequel l'accès aux soins est souvent difficile, les moyens limités, avec un isolement plus ou moins sévère, que ce soit en termes de rapatriement ou en termes de ressources médicales qu'on peut avoir avec nous. Hem pour ça, que ce soit sur les dispensaires, sur les îles isolées, en montagne, que ce soit même sur, les terres australes françaises, en Antarctique ou même, dans l'espace, le médecin qui exerce dans ces conditions et également les soignants, plus généralement, sont confrontés à des contraintes vraiment spécifiques qui changent de l'exercice habituel en milieu hospitalier ou même libéral. Et pour ça, la Soframi, qui est la société du coup française ou francophone de médecine en milieu isolé, rassemble l'ensemble de ces médecins et soignants qui pratiquent dans ces milieux-là pour mettre en lumière toutes ces spécificités, créer une communauté pour laquelle les adhérents peuvent partager des conversations, des échanges professionnels, recevoir les offres d'emploi et de cette pratique qui est unique pour l'optimiser, la pérenniser. À travers les webinaires qu'on organise cette année, on souhaite vulgariser en fait l'exercice de la médecine dans ces conditions, également le faire découvrir parce que dans notre cursus, on n'entend pas forcément parler, on se dit pas forcément que c'est une carrière qui est possible, alors que c'est tout à fait réalisable et que c'est un mode donc valoriser ce mode d'exercice finalement et aussi favoriser à travers cette communauté par exemple, des protocoles de recherche, avoir plus de connaissances sur le sujet et pouvoir mettre, en place des protocoles de recherche dans ces milieux très spécifiques également. Aujourd'hui, notre premier webinaire de l'année, du coup, on va accueillir le docteur Bruno Lemarchand sur le sujet des troubles hydroélectrolytiques et de l'ultra-trail. Docteur Lemarchand est médecin MPR de médecine physique et réadaptation au CHU de La Réunion. Il est responsable de l'unité fonctionnelle de médecine du sport et de l'antenne médicale de prévention du dopage de l'océan Indien. C'est également le président de l'organisation Éruption.re qui vulgarise les sciences en endurance et de santé en transition, plutôt sur le côté écologique de la médecine, des soins et tout ce qui va avec. C'est également le coordinateur de la FST Médecine du sport et le responsable pédagogique du DU Médecine du sport en océan Indien. Je vais donc laisser la parole à lui et le webinaire va pouvoir débuter. Merci à tous de votre présence. Eh bien, cette présentation sur le trouble électrolytique à ultra trail, en effet, du coup, je suis médecin rééducateur, médecin clinicien, du coup, à La Réunion, terre de trail et d'ultra trail, dont la compétition la plus connue est le Grand Raid. Et du coup, je fais également de la recherche et de l'enseignement, principalement en trail. Notamment, je donne des cours de nutrition à l'université, hein, dans le cadre du DU Trail et à l'université de médecine. Je vais partager mon écran peut-être dès maintenant. Voilà, j'ouvre donc mon ordinateur et je lance le diaporama. Euh, Diaporama, voilà, lire à partir du début. Je me mets en mode présentateur. Euh, Alors, est-ce que vous voyez le diaporama? Là, pour l'instant, on ne voit pas. Alors, hmm,
Alors, est-ce que vous voyez le diaporama? Là, c'est bon. On a l'écran avec où il y a noté encore diapositive 1/90. Ah, ben parfait. Et vous avez... ben, très bien. Voilà. Du coup, voilà, donc je suis le docteur Bruno Marchand, je suis médecin de médecine physique et rééducation, comme l'a très bien dit Léa Boyer, le responsable d'unité fonctionnelle de médecine du sport. Je me présente parce que vous verrez le lien du coup avec le topo. Je suis également du coup le responsable de l'antenne médicale de prévention du dopage et le président de l'association Santé en Transition, voilà, qui s'occupe de l'écologie, on va dire, en santé dans le système de santé, et président d'Irruption, qui est une entreprise en fait qui se charge de vulgariser le savoir scientifique, surtout en ultra trail, puisque je travaille avec Nicolas Bouscarène, qui est médecin de santé publique et médecin du sport également, et qui travaille, qui est en train de passer une thèse de science sur la chaleur. Et son topo va être très complémentaire en mien s'il arrive à faire justement une présentation à la Soframi. Euh, Voilà, alors je vais faire une brève introduction avant d'attaquer vraiment l'hydratation et les troubles hydroélectrolytiques en ultra trail sur l'évolution de l'homme. Vous allez voir que ça remonte à extrêmement longtemps, mais il y a un rapport extrêmement important à comprendre pour savoir ce qu'il en est de l'ultra trail et pour vous faire comprendre en fait que la marche, l'eau et la course à pied sont intrinsèquement liés à l'homme depuis des millions d'années. Euh, Docteur Lamarchand, je me permets, est-ce que c'est possible de mettre en grand écran? Là, pour l'instant, on voit l'animation suivante, Ah, etc. Je ne très sais pas bien, si c'est normal ou parfait. pas. Ah oui, vous voyez tout. Alors, euh, alors attendez. Pour le partage d'écran, là, vous voyez l'écran de mon ordinateur, c'est ça? Oui, c'est bon. Mais je vais le dire à partir de... Et là, vous voyez le PowerPoint. Oui, origine de l'eau, de la vie dans l'eau. Et comme ça vous va comme présentation? Oui, là, on voit en grand écran, c'est parfait. Si c'est bon. Bon, mais parfait. Du coup, c'est ça. Alors, je vais remonter à 4 milliards d'années. La vie est née, peut-être pas dans l'océan d'ailleurs. J'ai repris une publication de 2024 là, de National Geographic. Les premières molécules prébiotiques peut-être viennent soit d'origine extraterrestre, soit peut-être ont été créées dans l'atmosphère sous l'influence de la foudre, soit en fait viennent des cheminées hydrothermales des grands fonds marins. Quoi qu'il en soit, l'eau a été absolument indispensable au développement de la vie. Et on connaît bien cette sortie de l'eau il y a à peu près un demi-milliard d'années des animaux et après quelques extinctions d'espèces, l'homme est apparu. Alors je repars de la dernière grande extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années sur ce schéma où je représente, j'allais presque dire malheureusement, la température atmosphérique moyenne mondiale et vous savez qu'elle va partir vers se réchauffer probablement durant ce siècle. On le voit sur la courbe et du coup, il y avait une température atmosphérique très chaude à la suite de l'extinction des dinosaures, donc tout à fait sur la gauche, il y a 65 millions d'années. Et c'est de passer le diapo suivant, voilà. Donc il y a à peu près 5 ou 10 millions d'années, l'homme est apparu suite à l'évolution du singe chez l'homme et le climat a joué une grande influence, probablement parce que le singe est sorti d'un terrain avec des arbres à un terrain plus aride, notamment à la chaleur. Et il s'est adapté justement à la chaleur et au manque d'hydratation. Alors, un, par la locomotion qu'on connaît bien, et deux, par des capacités justement de rétention d'eau. Et il y a une étude très intéressante. J'essaie en même temps de faire ça en petit écran, pardon. Qui montre que par rapport aux grands singes, l'homme a une capacité de rétention d'eau très importante, ce qui lui permet de ne pas boire pendant très longtemps en climat chaud, parallèlement à des capacités de transpiration qui lui permettent justement de ne pas chauffer. Donc en fait, l'homme
l'espèce est apparue, si je puis dire, notamment grâce à ses capacités de transpiration, de résistance à la chaleur, mais également de rétention d'eau, ce qui l'ont rendu indépendant de l'eau externe. Il y a eu des variations de climat et des périodes glaciaires et interglaciaires, et l'homme s'est sédentarisé il y a à peu près 10 000 ans, et il y a eu les premières civilisations. Et on sait que, sauf si on changeait drastiquement nos sociétés, notamment les sociétés développées, le réchauffement climatique va s'aggraver durant ce siècle. Et on voit le réchauffement climatique moyen sur la droite, qui sont sortis des rapports du GIEC. En gros, RCP 4,5, c'est un réchauffement climatique moyen de 2 degrés, et RCP 8,5 de 4 degrés. Et on sait que l'homme n'a jamais vécu dans des températures à plus de 2,5 degrés de réchauffement moyen, et probablement qu'il va devoir y vivre, s'adapter ou pas. Et ça, c'est une réelle question. D'ailleurs, malheureusement, si le réchauffement est trop important et qu'on passe des points de bascule et des phénomènes de rétroaction positive qui font que l'échauffement évolue de lui-même, on peut aller vers un phénomène de planète étuve. Alors, sans aller vers les scénarios les pires, on sait que l'homme peut vivre dans certaines conditions de chaleur et d'humidité, et quand elles sont dépassées, c'est invivable, puisque l'homme s'adapte à la chaleur en transpirant justement, et cette évaporation de la transpiration va lui permettre de ne pas chauffer, condition essentielle à la vie bien sûr. Du coup, dans des conditions externes trop chaudes et ou trop humides, c'est invivable. Donc, c'est la courbe qui marque en haut à gauche. Avec certaines conditions de chaleur et d'humidité, il y aura des canicules mortelles. Et le GIEC a établi, bon, suite à une étude très connue en 2017, c'est Global Risk of Deadly Heat, a repris le nombre de jours invivables sur la planète en fonction du réchauffement moyen atmosphérique global. Et on voit du coup en bas, si on a un réchauffement à 2 degrés, on a une certaine partie de la Terre qui est inhabitable. Et si on va vers un chauffement à plus de 4 degrés, il y a une énorme partie de la planète qui sera inhabitable. Donc les couleurs, on voit qu'à partir du moment où c'est jaune, c'est le nombre de jours par an où les conditions de chaleur et d'humidité sont à risque de mortalité. Et plus c'est coloré, plus, bien sûr, la durée du caractère invivable que en raison de la chaleur est augmentée. Donc, la sédentarité peut être mise en question. On sait déjà, selon l'ONU, qu'en 2050, on aura au moins 1 milliard de migrants climatiques. En 2070, il y a une étude qui estimait à peu près de 1 à 3 milliards le nombre de personnes qui habitent actuellement en dehors de la niche climatique, c'est-à-dire qu'ils vont devoir migrer ou mourir. Et d'ici 2100, toujours dans cette même étude, une étude du GIEC, on considère qu'avec un scénario à 2 degrés, donc c'est un scénario de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, il y a presque la moitié de la population humaine qui ne peuvent pas vivre là où ils habitent actuellement que en raison de la chaleur. Et en 2100, peut-être les 3 quarts de l'humanité. Euh, et c'est déjà le cas, puisque vous savez peut-être que la capitale de l'Indonésie, Jakarta, va devenir totalement inhabitable. Et l'Indonésie a donc déménagé sa capitale. Alors, à quelle vitesse? Oui, on va migrer. On ne va pas migrer en courant. Je me suis amusé à mettre la vitesse de migration des animaux. Vous voyez que les insectes migrent à une vitesse de 18 km/h par an. 18 km par an, pardon. Ce n'est pas du tout 18 km/h. Et ceux sur la terre ferme, en raison d'obstacles, bien sûr, géographiques, migrent moins vite. Alors, il va faire chaud, on va bouger et on va manquer d'eau. Il y a déjà un gros pourcentage de l'humanité qui manque d'eau. Et en 2050, l'organisme de l'ONU météorologique, donc l'Organisation météorologique mondiale, estime que 5 milliards d'humains pourraient être en stress hydrique, donc plus de la moitié de la population en 2050, donc dans moins de 30 ans.
Et l'eau, malheureusement, est polluée partout dans le monde. Et c'est bien cette même eau, et on ne pourra pas faire autrement, qui pénètre dans notre corps. Par exemple, les perfluorés qui sont ce qu'on appelle les polluants éternels parce qu'ils ont un caractère de persistance dans l'environnement extrêmement important et responsable de maladies métaboliques, cancéreuses, développementales euh, et endocriniennes importantes. Il y a une étude qui a évalué les taux de perfluorés dans l'eau de pluie partout sur la planète. Et partout, elle dépasse les normes considérées comme sûres. Le plastique, on en parle beaucoup. Le plastique est dans l'eau. On parle du plastique des océans et des macroplastiques. Mais ils nous ont complètement envahis. Il faut savoir que les macroplastiques se désagrègent en micro puis en nanoplastiques. On les retrouve dans l'Everest, dans les fosses océaniques, dans les déserts et dans les glaciers, donc absolument partout sur la planète et dans notre corps humain, parce qu'ils pénètrent par la voie respiratoire, par contact cutané et par voie orale. On estime qu'on peut manger jusqu'à l'équivalent d'une carte bancaire de plastique par semaine. Et elle se retrouve dans nos vaisseaux. Et il y a une étude qui vient de sortir dans, je crois, le New England Journal qui montre que ces micro et nanoplastiques sont dans les plaques carotidiennes et que le fait de retrouver des plastiques dans les plaques carotidiennes augmente le risque cardiovasculaire à peu près par 4, par 4,53 exactement. Elle pénètre également dans nos cellules germinales et les spermatozoïdes et dans le sperme. Et il faut savoir qu'en 40 ans, le taux de spermatozoïdes chez l'homme a été diminué de 40%, de 50%, pardon, partout dans le monde. Alors, notamment en raison du plastique, mais également de certains médicaments, puisque je parle des soignants. Et encore en prépublication, c'est dans énormément d'organes, mais on savait que chez les souris, ça passait la barrière hémato-encéphalique. Et malheureusement, on en a retrouvé dans le cerveau des hommes. Et vous voyez que le taux de plastique dans le cerveau est bien supérieur à celui qu'on retrouve dans les reins et dans le foie, puisqu'il est bien partout dans les organes, et ça, on le savait depuis quelques mois. Et en plus, ils ont comparé 2016 et 2024, et le taux de micro et nanoplastiques qu'on détecte dans notre cerveau est en augmentation. Et on le retrouve également dans le placenta des enfants. Et puisque je parle à des soignants, on sait également que au moins un quart des rivières du monde sont polluées par des médicaments. Euh, et ces rivières contiennent des concentrations de au moins un médicament euh, supérieures aux normes considérées comme sûres. Alors voilà, on est dans un monde où on a les activités humaines ont franchi ce qu'on appelle les limites planétaires, qui sont un concept qui est né il y a, en 2009 d'un institut de recherche, le Stockholm Horizon Center, qui a défini des limites à ne pas dépasser pour que la planète reste habitable. Du coup, bon, parmi les limites planétaires qu'on a franchies, il y a le réchauffement climatique, la biodiversité, le cycle de l'azote et du phosphore qui correspond au cycle des engrais, des plantes, des animaux, etc. Et il y a le cycle de l'eau, le cycle de l'eau douce qui est séparé en eau bleue et eau verte. L'eau bleue, c'est l'eau des lacs, des rivières et des réservoirs. L'eau verte, c'est l'eau qui est dans les végétaux. Et bah, cette barrière, cette limite planétaire est également franchie, c'est-à-dire que les activités humaines euh, perturbent totalement ce cycle qui, si on continue comme ça, rend la planète invivable. Bon, voilà. Et vous voyez que j'ai regardé les médias il y a encore pas longtemps, puisque le 28 août, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies a estimé dans un rapport que la santé et les moyens de subsistance de 4,8 milliards de personnes, je vous rappelle qu'on a à peu près 8 milliards, pourraient être menacés d'ici 2030, et on est bien en 2024, si la qualité de l'eau et sa surveillance ne sont pas améliorées. Voilà, je vais enfin parler de l'ultra trail, mais tout ça pour vous dire que marcher à la chaleur avec pas trop d'eau et des problèmes d'eau, ça, c'est un sujet qui va tous nous concerner. Alors, qu'est-ce que l'ultra trail ou l'ultra marathon? Ben, on considère l'ultra endurance, il n'y a pas de définition précise, mais
je crois que je peux dire que l'ultra-endurance, c'est après 6 heures de course, même si ça se discute. L'ultra trail, du coup, c'est marché. Le trail, on considère que c'est quand il y a peut-être moins de 20% de route, donc c'est en milieu naturel. Et ça peut se faire en une ou plusieurs étapes. Et parfois, on a une assistance. Et parfois, on est totalement indépendant au niveau matériel et eau et énergétique. Et du coup, il y a plein de milieux différents, hein, la montagne, le désert, la jungle, l'océan Arctique, la forêt, les côtes, les volcans, la savane. Voilà. Alors en ultra trail, bah, ça dure longtemps pour du sport, c'est un peu la définition. Et quoi qu'il en soit, quoi que l'on boit et quoi que l'on mange, on est en carence hydrique et énergétique. Vous voyez sur cette publication en haut à droite le déficit énergétique en fonction des compétitions. Donc vous voyez qu'elles sont séparées en natation, course à pied, vélo et triathlon. Il y a toujours un déficit. C'est des compétitions, vous voyez, qui durent vraiment plusieurs heures. Et en bas à droite, le changement de composition corporelle. Alors, puisqu'on est en déficit, on perd obligatoirement de la masse grasse et de la masse musculaire. Mais vous voyez que parfois, on a l'impression d'en gagner. Mais si on en gagne, c'est probablement des facteurs dus à la manière de mesurer, puisque la masse grasse, par exemple, on la mesure avec le pli cutané. Or, si l'eau pénètre dans le corps, si je puis dire, ça va augmenter le pli cutané. Ce n'est pas vraiment de la masse grasse de manière stricte, mais le pli cutané peut être augmenté. Donc, on voit que le poids corporel peut parfois augmenter, mais c'est dû à une augmentation d'eau, puisque la masse musculaire et la masse grasse ne peuvent pas augmenter puisqu'on est en déficit énergétique. Alors, l'eau, très rapidement, il faut regarder quels sont les mouvements de l'eau au repos et à l'effort. On a des pertes et des apports. Le gain. Alors, les pertes se font par voie respiratoire, par voie urinaire, par voie fécale. Les gains se font par la production d'eau métabolique. Il faut savoir que quand on métabolise le glycogène ou qu'on l'utilise, ça produit de l'eau. Donc, on va gagner de l'eau. Voilà. Et quand on fait un effort, on va perdre de l'eau, surtout par la transpiration. Et on voit sur le schéma de droite que plus on va vite et plus on fait chaud, et plus il fait chaud, plus on transpire. Et à l'effort, la majeure partie des pertes sera due à la sueur. Cette sueur qui, je le rappelle, du coup, par évaporation de la sueur, permet de dépenser de la chaleur. Parce que quand on marche et on court, 80% de la chaleur est transformée en chaleur et 20% est simplement transformée en énergie biomécanique. Voilà. Alors, quand on est déshydraté, j'allais dire, et ce sera la diapo plus tard, on chauffe et on performe moins. C'est toujours un peu discuté, on peut toujours discuter, bien sûr, il y a toujours des discussions scientifiques bénéfiques, mais on peut considérer quand même que quand on est déshydraté, on perd en performance. Vous voyez sur le schéma de gauche, ce qui est assuré en gris, c'est la diminution de performance lors des sports d'endurance et en noir lors des sports de force. Et en fait, c'est simplement classé en fonction du niveau de déshydratation en abscisse et en pourcentage d'études qui montrent une perte de performance en ordonnée. Donc voilà, c'est pas le pourcentage, c'est pas la division de performance, mais la plupart des études montrent que dans un état déshydraté, on perd en performance. Donc ce n'est pas systématique, mais quand même. Et sur le schéma de droite, on voit la diminution de performance dans les sports d'endurance chez des personnes déshydratées avec 4% de perte de poids du corps et en fonction de l'altitude. Donc le premier trait, c'est que l'altitude chez des personnes bien hydratées par rapport à des personnes bien hydratées à un niveau zéro. Le deuxième, on voit qu'on va perdre presque 20% de performance là, sur cette méta-analyse
quand on est à la même altitude et déshydraté. Et si en plus on rajoute l'altitude et la déshydratation, la perte de performance est encore plus grande, plus de 30%. Donc il faut boire, ça semble une évidence. On va voir exactement comment. Alors, qu'est-ce qu'on boit? La vidange gastrique, bien sûr, doit se faire. Et on sait que la température à privilégier, sans rentrer dans les détails, est à peu près de 10 à 12 degrés. Parce que si c'est beaucoup plus froid, le problème, c'est que le corps va croire qu'il ne chauffe pas et va empêcher ces mécanismes de transpiration. Donc, pas trop froid, mais pas trop chaud non plus pour que la vidange soit bien faite. Euh, Plus la densité calorique et plus l'osmolarité est importante, moins la vidange gastrique se fait. Du coup, il va falloir trouver un bon compromis entre apporter des calories, mais ne pas avoir trop de densité calorique pour avoir une certaine vidange gastrique, et du volume également. Bon, du coup, il y a énormément de publications qui ont été faites, mais on voit par exemple en bas à droite, sur une vieille publication, mais qui n'est pas remis en question, des personnes qui font une injection de 8 millilitres kilo. Alors, par exemple, si on pèse les 80 kilos, ça fait 640 millilitres. Et ensuite, on fait 2 millilitres kilo. Donc, par exemple, si on pèse 80 kilos, ça nous fait 160 millilitres toutes les 20 minutes. Et on voit qu'en respectant à peu près 150, 200, 250 millilitres toutes les 20 minutes, la vidange gastrique se fait très, très bien. Donc, on a fait des calculs et du coup, le volume d'eau à absorber dépend de son poids et de sa vitesse. Et on le fait toutes les 15-20 minutes, ça se passe bien. On parle beaucoup, et on a raison d'ailleurs, de boissons hypotoniques, isotoniques ou hypertoniques. Alors, si on prend une boisson, par exemple, hypertonique, ce qu'on déconseille fortement, l'osmolarité de la boisson va être supérieure à l'osmolarité du sang, et l'eau peut passer du sang aux intestins, ce qui n'est pas du tout bon d'ailleurs pour l'état d'hydratation et pour les troubles gastro-intestinaux. Donc, le maximum de concentration à conseiller serait une boisson isotonique. Et si on est hypotonique, l'eau passe d'autant mieux. Mais par contre, si on est hypotonique, on a moins de calories. Or, il faut apporter quand même des calories et des glucides. C'est pour ça qu'il faut, comme je dis, trouver le compromis entre la concentration, le volume de liquide et la quantité de glucides à apporter. Alors, euh, sur la gauche, il y a le consensus de la euh, Société européenne de nutrition qui dit que les boissons d'effort, d'ailleurs, nous dit, n'augmentent pas spécialement les performances, ne diminue pas spécialement la fatigue, mais améliore l'hydratation. Et pour ça, il conseille du coup une osmolarité entre 200 et 330 milliosmoles par kilo. Voilà. De manière plus simple, c'est par exemple, on le voit sur le schéma en bas à droite de manière un peu vulgarisée, on est très hypotonique avec 20 grammes de glucides par litre, et on est à peu près isotonique à 60 grammes de glucides par litre. Parce que l'osmolarité dépend surtout des glucides et du sel. Et on va voir que le sel, à peu près à 1 gramme par litre ou 400 milligrammes de sodium par litre, ça se passe bien. Euh, Bon, encore une fois, je ne sais pas si je vais être rapide, je vais être plutôt lent, mais en tout cas, à chaque fois, j'ai l'impression d'être très rapide. Je suis allé sur le Vidal. Je m'étonne tout le temps de le caractère relativement exhaustif du Vidal, sur lequel on voit de très très bons conseils de boissons d'effort. Et du coup, c'est la source que j'ai reprise. On voit exactement dans le médico-sport santé, on voit aussi des très très bonnes choses sur l'activité physique qui me concerne, et j'étais surpris. Et sur l'écologie aussi, puisque vous voyez que je suis un peu le porte-parole, enfin, si je peux, et ben, il y a également de très bonnes choses sur le Vidal. Et j'ai été surpris de voir de très très bonnes recommandations. Donc, alors, faut-il du sodium? On reviendra un peu dessus, mais pour des efforts inférieurs à 1 heure, c'est pas obligatoire. Pour des efforts de plus de 2 heures, ça vaut le coup d'avoir 1 gramme de sel par litre.
L'osmolarité, on en a parlé. La température, ils disent entre 10 et 15 degrés, c'est pas mal. Plus l'effort va durer, plus il va falloir de glucides. Ce n'est pas le sujet actuellement, mais retenez qu'on arrête des réserves glucidiques dans les muscles et dans le foie. Et globalement, on peut faire du sport pendant 1 heure ou deux. Ça dépend bien sûr de l'intensité, aussi un peu de la chaleur. Mais globalement, c'est pas mal de retenir que pour des efforts d'1 heure ou deux, 30 grammes de glucides par heure, c'est bien. Plus de 2-3 heures, 30 à 60 grammes de glucides par heure, c'est bien. Et plus de 3 heures, on conseille jusqu'à plus de 90 grammes par heure de glucides, ce qui est extrêmement conséquent. Et il faut s'entraîner au niveau digestif pour pouvoir digérer tous ces glucides, mais c'est important. Donc, ce n'est pas le sujet, les glucides aujourd'hui. Et l'hydratation, il recommande, et on peut recommander ça, 150 à 250 millilitres de boisson d'effort toutes les 10 à 20 minutes. Bien sûr, en fonction de l'intensité, en fonction de notre poids, en fonction de la chaleur, etc. Il ne faut pas trop se déshydrater pour ne pas avoir de troubles gastro-intestinaux, mais les troubles gastro-intestinaux peuvent engendrer une déshydratation. Donc, il y a une relation dans les deux sens entre troubles gastro-intestinaux, troubles digestifs et hydratation. Et vous voyez que plus on est déshydraté, plus on a des troubles digestifs parce que la déshydratation diminue le débit sanguin splanchnique. Parce que quand on fait un effort, le débit sanguin est consacré aux muscles et beaucoup moins aux viscères, le rein, la vessie, notamment le tube digestif. Et si on est déshydraté, le débit sanguin est encore moindre au niveau digestif, ce qui aggrave les troubles digestifs. Inversement, quand on a des troubles digestifs, est-ce qu'on boit moins? Alors, c'est la seule étude que j'ai retrouvée où ils ont étudié sur un ultra trail en français, ultramarathon en anglais, un ultra trail du coup, soit en une étape qui durait 225, qui durait oui, plus de 100 km, soit en plusieurs étapes. C'était 4 étapes pour un total de 220 km. Alors, on a le pourcentage de troubles gastro-intestinaux. Vous voyez que sur l'ultramarathon, en une étape, nausées et vomissements, c'est plus de 50%. Quand c'est en plusieurs étapes, c'est toujours 20 ou 30% par étape. Donc, c'est quand même des pourcentages très importants. Et ils ont regardé s'il y avait un rapport entre le fait d'avoir des troubles gastro-intestinaux, donc haut ou bas, et un déficit d'apport. Et ils ont vu que dans la course multi-étapes, il y avait plus de déficit énergétique. Donc, en gros, l'apport énergétique était bien plus inférieur aux apports. Et c'est d'autant plus marqué dans la course multi-étape que dans la course en une étape. Donc, si je puis dire, pour résumer cette étude, dans un ultra trail qui peut durer 24 heures, les troubles gastro-intestinaux n'engendrent pas de grosse majoration de déficit énergétique et hydrique. Et dans des courses multi-étapes, ça commence à être ressenti et du coup, ça conduit à des abandons. Donc, la prévalence des troubles gastro-intestinaux hauts et bas en ultra-endurance est majeure. Et il ne faut surtout pas résumer ça à simplement les apports énergétiques ou, comme j'entends toujours, j'ai mangé un gel de travers et j'ai des troubles gastro-intestinaux. Les phénomènes sont complexes. Ça peut faire l'objet d'un cours de 1 heure ou deux pour bien comprendre. Mais il y a des phénomènes microtraumatiques. En gros, ça bouge et à la fin, ça saigne. Des phénomènes d'ischémie-reperfusion, c'est-à-dire que il n'y a plus de vascularisation et après ça se reperfuse et du coup il y a un stress oxydant qui détruit les membranes. Là, il y a justement une hyperperméabilité qui font passer des molécules qui engendrent des nausées, des vomissements et des troubles gastro-intestinaux. Il peut y avoir des phénomènes surinfectieux, des phénomènes infectieux surajoutés et des phénomènes moteurs. Le péristaltisme se déroule mal. Donc c'est vraiment multifactoriel et complexe. Et c'est beaucoup plus important quand on court que quand on fait du vélo est beaucoup plus important quand on met de l'intensité que quand on n'en met pas. À gauche, c'est le pourcentage de troubles gastro-intestinaux hauts et bas. Alors, en fonction du sexe, en noir, c'est les femmes, en gris, c'est les hommes. Et vous voyez que les femmes ont plus de troubles gastro-intestinaux que les hommes. En fonction de l'intensité, vous voyez sur la deuxième ligne que c'est hard run, donc c'est plus difficile. Sur la première, c'est easy run, donc il y en a moins quand on va moins vite.
Et à droite, c'est sur un bike and run. Donc, ils courent, ils font du vélo, ils courent, ils font du vélo. En vélo, il y en a beaucoup moins. Et en noir, c'est quand ils prennent des boissons dites d'effort, donc qui contiennent des glucides. Et en blanc, il n'y a que de l'eau. Et quand on contient des glucides, eh ben, on a plus de troubles gastro-intestinaux. Euh, Voilà. Alors, le rapport entre déshydratation, chaleur et performance, eh ben, le lien est extrêmement important. On voit sur la courbe de gauche des sportifs qu'on a mis à 120 minutes d'effort et on a pris leur température, donc en ordonnée. En abscisse, c'est le temps, en fonction de leur taux d'hydratation. Et plus on est déshydraté, plus on chauffe. Moins on est déshydraté ou plus on est hydraté, moins on chauffe. Et sur la courbe de droite, c'est très intéressant. C'est une méta-analyse des sujets déshydratés à 3 ou 4 % du poids du corps et la diminution de performance en fonction de la température cutanée. Et du coup, on en déduit que quand on est déshydraté, plus on a chaud, plus on perd en performance pour le même état de déshydratation. Alors, comment ça marche? Il y en a quatre schémas là sur la même diapo. Désolé d'être un peu lourd, mais vous allez bien comprendre. En haut à gauche, vous voyez, c'est les mécanismes de perte de chaleur. Euh, En gros, on perd de la chaleur au repos par quatre mécanismes: l'évaporation respiratoire, la radiation, la convection et un peu la transpiration. Et quand on fait un effort, donc en abscisse, on se dirige vers la droite, on augmente les watts, et ben c'est surtout la perte de chaleur par évaporation, donc par la sueur, qui prédomine. Du coup, la perte totale de chaleur, la production de chaleur augmente bien sûr. Du coup, c'est vraiment la transpiration, le principal mécanisme qui nous permet d'évacuer la chaleur à l'effort. Qu'est-ce qu'il y a dans cette transpiration? De l'eau, du sodium, un tout petit peu de potassium et un petit peu de chlore. Pas trop, un petit peu de magnésium. Alors, magnésium, chlore et potassium, d'ailleurs, je vais balayer la question tout de suite. Il y a très peu d'études qui ont été faites. Et du coup, on peut ne pas le prendre en considération et ne se consacrer que à l'eau et au sodium. Et du coup, l'eau, il faut en apporter, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et le sodium, j'étais en train de vous le dire, on réabordera les choses dans les diapos suivantes. En haut à droite, on voit qu'on peut s'adapter. Vous voyez, à droite, la contrainte thermique augmente. Et du coup, d'abord, notre température corporelle, donc c'est la ligne du bas, reste stable. On augmente sa fréquence cardiaque et on transpire. Et la transpiration permet d'évacuer la chaleur jusqu'à une certaine zone. Cette zone où le taux de sudation est insuffisant, la température corporelle augmente. Et du coup, on voit, par exemple, en bas à droite, pour finir, des sportifs qui sont à 50% de VO2 max, du coup, qui font un petit effort. Et c'était pour préciser l'ampleur des choses. EH, c'est bien hydraté, DH, déshydraté. Et vous voyez, quand on a 50% de VO2 max, par exemple, regardez quand on fait 1 heure d'effort, donc 60 minutes d'effort, une personne qui est bien hydratée va battre à peu près à 130 battements par minute. Et pour la même intensité d'effort, au même moment d'effort, quand on est déshydraté, on bat à 160 battements par minute. Et sa température corporelle est augmentée de 1 degré. Donc vraiment, l'hydratation joue de manière, et la chaleur, de manière majeure, majeure, majeure sur la performance. Donc, il faut bien s'hydrater. Combien il faut s'hydrater? Alors, il y a des tableaux qui ont été faits de manière très, très théorique. Ça, c'est un tableau totalement théorique. En haut à droite, ils ont imaginé un marathon, donc 42 km, en fonction de l'allure et en fonction de la durée, la perte de poids. Voilà. Et bien sûr, plus on court longtemps, donc plus le temps passe et plus on est rapide, plus on se déshydrate. Ils l'ont reporté dans le tableau du bas en fonction de notre poids. Et par exemple, si on prend une personne de 50 kg qui va boire 500 millilitres par heure, on regarde le tableau de droite, à la fin, il n'est pas du tout déshydraté. Inversement, si on prend quelqu'un de 90 kg qui boit 500 millilitres par heure, en conditions chaudes, donc warm température, il va avoir perdu 3% du poids du corps et en conditions froides, 0,6% du poids du corps.
Et vous voyez que du coup, cette personne de 90 kilos, pour finir, dans le tableau du bas et tout en bas, pour que vous suiviez bien, la personne de 90 kilos boit 1 litre par minute. Et à la fin, s'il fait chaud ou en température, il se sera quand même déshydraté de 0,6% du poids du corps, ce qui est acceptable, mais il a bu 1 litre par heure pendant son marathon. Donc on peut faire des calculs, c'était un peu l'idée de la diapo. Euh, En conditions chaudes et humides, là, c'est donc tout un sujet pour vous informer de toutes les maladies qui peuvent être dues à la chaleur et de tous les mécanismes, notamment d'acclimatation. L'acclimatation en 2, 3, 4 semaines, ça nous permet de beaucoup plus transpirer, de transpirer une sueur qui sera moins concentrée, d'augmenter aussi l'eau corporelle ou l'eau sanguine et du coup d'améliorer la performance, en tout cas de ne plus subir la perte de performance due à la chaleur. Et dans les recommandations de la chaleur, il est bien sûr recommandé de s'hydrater. À la chaleur, encore une fois, il est conseillé de manger des glucides parce qu'a priori, plus il fait chaud, plus on est dépendant des glucides. Vous savez que à l'effort, on utilise des lipides ou bien des glucides, et plus on met d'intensité, et moins on est entraîné sur la lipolyse. Et également, plus il fait chaud, plus on est dépendant des glucides. Donc à la chaleur, encore plus de glucides. Et boire. Alors, quelles sont les recommandations? Vous allez voir que ce n'est pas extrêmement précis. C'est toujours gris, c'est jamais noir ou blanc. C'est toujours, ça se discute, mais je vous les lis. Dans des conditions chaudes et humides, on peut conseiller 5 à 6 ml d'eau par kilo toutes les 2-3 heures. Pendant l'exercice, il est conseillé de minimiser les pertes de masse corporelle induites par la transpiration tout en faisant preuve de prudence pour éviter de trop boire. Donc c'est ça, c'est des brouillards. Mais vous allez voir, et ça va être une des conclusions, les exercices de haute intensité au cours desquels le taux de transpiration est élevé, ainsi que les activités d'une durée supérieure à 90 minutes dans la chaleur. Donc quand on court plus d'une heure et demie dans la chaleur, on doit avoir une stratégie d'hydratation planifiée parce que se fier à sa soif est très discutable. Quand il fait froid, alors vous allez me dire, il y a peut-être moins de problèmes, ce qui est peut-être vrai. Alors en haut à droite, vous voyez en fonction de la température, les performances. Vous voyez que la température optimale de performance, elle est située à peu près à 15 degrés. S'il fait beaucoup plus froid, on perd en performance. Et s'il fait beaucoup plus chaud, on perd aussi en performance. Mais le froid diminue la performance. Et la déshydratation engendre également dans le froid une perte de performance, mais moins importante que ce qu'on observe à la chaleur. Cependant, il ne faut pas croire qu'on est complètement protégé par temps froid pour les raisons suivantes. Un, le froid induit une diurèse, du coup on perd de l'eau, altère la sensation de soif, peut-être peut réduire le désir de boire, peut-être on aura un accès limité au liquide, euh, peut-être que on fera moins l'effort, on aura moins l'attention portée sur les liquides, ou peut-être qu'on boira moins exprès pour moins uriner dans nos vêtements avec plusieurs couches, et c'est beaucoup plus compliqué probablement d'uriner dans le froid en fonction de nos vêtements que dans le chaud. Peut-être que justement, on va avoir des habits qui vont nous réchauffer pour nous protéger du froid, et ce réchauffement va être excessif. Et également, à haute altitude, on augmente la respiration et les pertes d'eau dues à la respiration. Donc, ça, c'est un tableau résumé. Il va nous falloir une certaine quantité de glucides, une certaine quantité d'eau. Plus il fait chaud et plus on est intensif, plus il va falloir d'eau et plus il va falloir de glucides. Et du coup, on calcule le volume d'eau, on calcule le volume de glucides et on en déduit la concentration. Et on va essayer de ne pas être hypertonique et au max, on est isotonique. Donc voilà, ça c'est un tableau résumé. Un autre tableau résumé avec en plein milieu, du coup, un exemple. Si on a besoin de 900 millilitres par heure et qu'on veut apporter 40 grammes de glucides par heure, et bien du coup, on a un soluté à 5%. Donc, on peut faire des calculs et c'est un peu comme ça qu'on calcule. Bon, voilà pour la première partie. En ce qui concerne les troubles hydroélectrolytiques,
Alors, je repère l'heure. Disons que 15h14, 45. Peut-être je peux me donner encore une demi-heure, c'est ça? Je sais pas si. Bon. Oui, globalement, Dis- ça peut être ça. Ah, ben parfait, je vois. Comme ça me permet de me resituer. Je n'avais pas pris l'heure de départ. Très bien. Bon, ben, je suis parfaitement dans les temps. Euh, donc, les troubles hydroélectrolytiques. Le principal, c'est l'hyponatrémie d'effort. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, par définition, c'est une concentration de sodium dans le sang, moins de 135 millimoles par litre. Enfin, il y a des normes de labo, elles peuvent changer selon les labos, mais bon, c'est l'hyponatrémie. Et pendant ou dans les 24 heures qui suivent l'exercice. Alors, ça a été observé quand? Alors, bah, dans les sports d'endurance qui nous concernent, en randonnée, dans d'autres sports comme le foot américain, ou d'autres sports particuliers comme le Bikram yoga, c'est du yoga en conditions de chaleur, ou le bowling sur gazon, dans certains exercices militaires, entraînement de police et dans des visitages de fraternité. Dans des pourcentages qui varient énormément, vous voyez dans le tableau du bas en bas à gauche des pourcentages qui peuvent même atteindre parfois 50%, voire dans le pire des cas. Et dans le tableau à droite, donc j'ai repris une revue de la littérature des sports d'ultra-endurance qui nous concernent, hein. C'est pareil, natation, vélo, course à pied, multisport, avec la fréquence. Euh, En bas, il y a la durée avec des compétitions. Vous voyez, euh, c'est 24 heures à peu près ou plus d'efforts. Donc, vous voyez le pourcentage, hein, plusieurs qui peuvent dépasser 15-20%. Et en rouge, c'est en conditions chaudes et en bleu, en conditions froides. Et déjà, on voit que l'un des facteurs de risque, ça va être les conditions environnementales qui ont l'air d'être un facteur indépendant, puisqu'on a une fréquence très importante dans ces conditions de température extrême. Alors, quels sont les facteurs de risque? Ben, le premier, quand même, ne complexifions pas les choses, et celui sur lequel on peut agir, c'est une consommation excessive d'eau, de boissons sportives et d'autres boissons hypotoniques, ou l'hyperhydratation. Euh, On pensait que c'était le seul facteur, mais vous allez voir durant le topo que ça n'est pas le seul. Et à mon avis, c'est un discours qui, du coup, on va dire de ne pas trop s'hydrater. C'est un discours très simple, mais qui a peut-être un peu vieilli, sur lequel on revient, parce que l'idée, c'était de ne pas dire de trop boire. Par exemple, les premiers cas, c'était quelqu'un qui avait fait le marathon et une dame qui avait bu 15 litres d'eau pendant le marathon. Ce qu'on observe quand même beaucoup moins actuellement, on pense, avec la vulgarisation des conseils médicaux plus appropriés. Les autres facteurs de risque, donc les liquides facilement disponibles, la prise de poids pendant l'exercice, enfin, qui est associée, une durée d'exercice supérieure à 4 heures, et le manque d'expérience, l'entraînement inadéquat, le fait d'être lent, un IMC très faible ou très élevé, le sexe féminin, mais le sexe féminin n'est pas indépendant des autres facteurs, c'est-à-dire qu'en sport, si je puis dire, les femmes sont plus lentes, des fois s'hydratent plus. Euh, voilà. Et on l'a dit, l'environnement chaud et froid et les anti-inflammatoires pour de multiples raisons. À droite, on voit le rapport entre l'hyponatrémie et le poids corporel. Et du coup, on ne peut pas dire plus le poids corporel augmente, plus on a hyponatrémie. Par contre, donc tous les petits points, c'est toutes les études, c'est tous les cas observés. C'était sur, il y a une étude sur plus de 2000 observations en ultra-endurance et le premier, le deuxième sur plus de 600 observations en ultra-trail. Mais par contre, les ronds blancs sont les cas d'hyponatrémie symptomatique. Et vous voyez que les hyponatrémies symptomatiques s'observent justement quand il y a un gain de poids. Alors, je vais prendre le temps d'expliquer, mais les principales causes d'hyponatrémie sont là. Certes, et on le comprend très facilement, le principal mécanisme, c'est une surconsommation d'eau. On boit plein d'eau. Du coup, le sodium, si c'est le même, et ben, du coup, le taux diminue. Du coup, on est en hyponatrémie. Le deuxième facteur qu'on comprend très facilement à gauche, c'est la perte de sodium. Il y a
des facteurs génétiques. Par exemple, il y a des gens qu'on appelle des sueurs salées, ils vont perdre beaucoup de sodium. Mais de toute façon, on va perdre du sodium pour plein de raisons, notamment dans la transpiration, on est d'accord. Et du coup, si on perd du sodium et qu'on prend trop d'eau, c'est d'une logique absolue, on est en hyponatrémie. Après, il y a d'autres facteurs. Un facteur sur lequel on ne peut pas trop agir et qu'on comprend mal, c'est un défaut de mobilisation du sodium. C'est-à-dire qu'en fait, on a des réserves de sodium dans notre corps, principalement dans les os et aussi dans le cartilage et la peau. Et quand on est en hyponatrémie, normalement, on peut mobiliser ce sodium pour qu'il aille dans le sang. Et là, on sait que quand on a des hyponatrémies d'effort, il y a des problèmes, soit le sodium il reste inactif osmotiquement, soit on n'arrive pas à le mobiliser. C'est des choses encore qui sont probables, sur lesquelles on ne peut pas agir et qui interviennent. Et enfin, le dernier gros facteur, ce qu'on connaît bien en médecine, c'est la SIADH, donc la sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques ou AVP, arginine vasopressine, qui réabsorbe l'eau, mais pas le sel, au niveau du rein. Et du coup, si on a une sécrétion d'ADH alors qu'il ne faudrait pas, et qui réabsorbe de l'eau, mais pas du sel, bah, du coup, on sera en hyponatrémie. Voilà. Et du coup, si on fait des analyses de sang et d'urine, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, on peut éclaircir les causes, causes qui sont toutes intriquées. Et enfin, le tout dernier, si le rein ne fonctionne pas bien, du coup, l'excrétion rénale est altérée, bah, du coup, on va retenir encore de l'eau, plus ou moins du sel. Et du coup, on va accumuler le volume d'eau et de sel. Alors, je redis d'une autre manière, pour bien comprendre. L'hyponatrémie, bon, c'est en anglais, je n'ai pas pu traduire, si je puis dire, on vous fait l'effort de traduire, hein, pour être franc. En rouge, c'est les causes d'hyponatrémie qui engendreraient une hypovolémie. Donc, on transpire trop de sodium, on ne mange pas assez de sodium, on ne mobilise pas son sodium de ses stocks, et on perd du sodium. Mais du coup, on perd beaucoup de sodium, l'eau va avec, et du coup, on est en hyponatrémie hypovolémique. Les causes d'hypervolémie. On prend trop d'eau, donc c'est en vert, excessive fluid intake. On a une sécrétion inappropriée d'ADH, donc on réabsorbe de l'eau, mais pas du sel. On a une production d'eau métabolique. Je vous rappelle que le glycogène, du coup, produit de l'eau. Du coup, en fait, on a notre corps qui fabrique de l'eau, surtout pendant le sport. Et on a du coup une sécrétion inappropriée d'ADH. Et on a aussi le système rénine-angiotensine, bah, quand on est un peu déshydraté ou à risque de déshydratation qui se met en marche. Et les catécholamines qui vont absorber, elles, de l'eau et du sel. Mais du coup, ils absorbent de l'eau. Du coup, on est en hypervolémie. Et enfin, c'est les causes les plus complexes. Et je m'arrête là. Mais du coup, à la fin de l'effort, il y a aussi deux autres. C'était pour vous prévenir que ça peut arriver surtout après la ligne d'arrivée. En fait, à la fin d'une course, on a de l'eau dans le tractus gastro-intestinal. Euh, on s'arrête de courir. Il y a une bonne vascularisation. Et du coup, l'eau qui est dans le tube digestif va dans le sang et favorise l'hyponatrémie. Et pendant l'effort, il y a des lactates dans la cellule, mais pas dans le sang. Et quand on s'arrête, ce lactate va dans le sang et du coup augmente l'osmolarité cellulaire et favorise l'hyponatrémie. Et à l'arrêt de l'effort, du coup, on est vraiment à risque d'hyponatrémie. Et il y a ces mécanismes qui se surajoutent. Donc, je reprends l'ensemble des choses d'une autre manière. Donc, vous voyez, on fait de l'exercice en haut. On est stressé. Du coup, catécholamine, absorption d'eau et de sodium. On a moins de glycogène. Et du coup, ça fabrique de l'eau. Et la dernière cause sur lesquelles je reviendrai, c'est l'inflammation. Parce qu'en fait, quand on court ou on fait un ultra-trail, on détruit ses muscles, notamment pour le travail excentrique. Il y a une destruction musculaire qui va se voir quand on les dose, les CPK par exemple. Mais il y a également une inflammation. On sait qu'après un ultra-trail, il y a un énorme syndrome inflammatoire. On le compare au syndrome de réaction inflammatoire systémique. Avec la CRP, les CPK augmentent parce que le muscle est détruit, mais également l'interleukine 6 qui joue un rôle majeur. Cette interleukine est sécrétée pendant l'inflammation, mais également quand on manque de réserve de glycogène. Et cette interleukine 6 favorise la sécrétion d'ADH. Pour la SIADH, il y a aussi les nausées, l'émotion et les douleurs qui favorisent l'ADH. Du coup, on a une SIADH. Je reprends en haut. Du coup, on perd du sodium et de l'eau à travers la transpiration.
Ensuite, on prend peut-être que de l'eau hypotonique parce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas hypertonique. On produit de l'eau avec la fabrication du glycogène. Et en plus, on perd du sodium dans les urines. Du coup, on se retrouve en hyponatrémie. Et en plus, si on a des problèmes pour ne pas mobiliser ces stocks de sodium pour des raisons inconnues, et ben, du coup, on finit en hyponatrémie. Alors, les INS, ben, c'est pas bon pour rien. Mais en plus, ça favorise. Alors, peut-être la SIADH, ça se discute, mais surtout, ça empêche le rein de fonctionner. Et du coup, dans cette étude sur oui, c'est un Ironman en 2004. Bon, c'est une toute petite étude, mais bon, on voyait déjà qu'il y avait 30% des gens qui consommaient des INS, alors qu'il ne faut surtout pas en consommer, hein. Et du coup, ils ont vu pas d'hyponatrémie dans le groupe pas d'INS et 6 hyponatrémies dans le groupe sous INS. Alors, quand est-ce qu'on est en hypovolémie? Quand est-ce qu'on est en euvolémie? Et quand est-ce qu'on est en hypervolémie? Alors, en fait, on est en hypervolémie, surtout pour des petites courses où on boit beaucoup et il ne fait pas trop chaud. Et on est en hypovolémie sur des grosses courses qui durent très longtemps et sur lesquelles il fait très chaud. En fait, quand il fait très très chaud et on court longtemps, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de sel et beaucoup et beaucoup et beaucoup d'eau. Du coup, on perd en hypovolémie. Et là, on a en plus une petite sécrétion d'ADH inappropriée. Alors ça, c'était pour réviser et pour vous rappeler l'ensemble des hormones que j'ai abordées. Très rapidement, en haut à gauche, c'est les anti-inflammatoires. Juste pour vous rappeler que les anti-inflammatoires, ils empêchent la vasodilatation des artères rénales, ce qui diminue le débit de filtration glomérulaire. Du coup, ça favorise un peu la réabsorption d'eau et de sodium. Le système rénine-angiotensine-aldostérone est sensible au volume sanguin, à la pression artérielle et in fine réabsorbe de l'eau et du sodium. Et l'ADH, donc l'AVP, c'est une hormone qui est sécrétée par l'hypophyse suite à des stimulus sur l'hypothalamus de l'osmolarité et de la volémie. Et du coup, cette vasopressine ou ADH va dans le rein et réabsorbe donc de l'eau sans sodium. Voilà. Et je finis par l'interleukine 6. L'interleukine 6, du coup, dont j'ai un petit peu parlé, c'est du coup une molécule inflammatoire et également qui est sécrétée quand on est en déplétion de glycogène, en fait, qui intervient même pas de manière pathologique, mais de manière physiologique pour utiliser ces réserves de glycogène. Et cette interleukine 6 favorise la sécrétion d'ADH. Alors, le rapport entre rhabdomyolyse et hyponatrémie va dans les deux sens également. Parce que quand on fait une rhabdomyolyse, on fait un ultra trail, on détruit ses muscles, ils se détruisent, il y a une augmentation de CPK, il y a une augmentation d'interleukine, ça favorise la SIADH et du coup, ça favorise l'hyponatrémie. Mais cette même hyponatrémie, on a une hyponatrémie, du coup, il y a un choc osmotique intracellulaire, du coup, ça détruit la cellule et ça provoque une rhabdomyolyse. Donc, c'est un cercle vicieux. Et l'ultra trait, et alors du coup, c'est ça, j'ai rajouté les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, là-dedans, c'est pas bon du tout, parce que la rhabdomyolyse, c'est pas bon pour les reins, les anti-inflammatoires, c'est pas bon pour les reins, et c'est extrêmement dangereux. Là, ce sont les deux études qui montrent bien qu'en ultra trail, il y a une grosse augmentation d'interleukine 6 et une corrélation entre l'interleukine 6 et la SIADH. Voilà. Alors, cette hyponatrémie d'effort, ça nous donne quoi au niveau symptomatique? Donc, il y en a plein et les symptômes, ils ne sont pas du tout spécifiques. Donc, il y a des petits symptômes légers, étourdissement, vertige, nausée, gonflement d'hyponatrémie légère, et des symptômes graves, vomissement, céphalée, altération grave de l'état mental, crise d'épilepsie, coma et signe d'engagement cérébral. Alors, comment on s'y retrouve quand on est face à un trailer qui va pas très bien et qui est un peu tout, il est un peu fatigué, il est un peu tachycarde, il a un peu... Voilà. Et comment surtout on fait le diagnostic? Ah bah alors du coup, quand on est en montagne, le mal aigu des montagnes, l'œdème pulmonaire de haute altitude, principalement, ça peut donner des maux de tête et des vertiges qu'on ne retrouve pas spécialement dans l'hyponatrémie d'effort. Et les problématiques de maladies liées à la chaleur,
donne surtout une température extrêmement élevée. Alors, comment on se débrouille? On examine, on regarde les symptômes. Si c'est possible, on fait une analyse de sodium pour préciser le diagnostic. Parce que si on est totalement déshydraté avec une rhabdomyolyse et que on fait une restriction hydrique et qu'on rajoute du sel hypertonique, ça va être extrêmement dangereux pour les reins. Mais inversement, si on est trop hydraté, on est en hyponatrémie et qu'on se trompe de diagnostic et du coup qu'on se croit face à une déshydratation et qu'on réhydrate trop important une hyponatrémie, les symptômes vont s'aggraver de manière extrêmement importante et ça peut conduire jusqu'au décès. Par contre, quand on a des signes cliniques de gravité d'hyponatrémie, on n'attend pas de faire les prélèvements et on peut faire, quand on a des signes du coup et des symptômes modérés et sévères, des bolus de 100 ml à 3%, jusqu'à 3 par minute, voire plus, parce que il n'a jamais été observé de complications dans le cas d'hyponatrémie si on a même fait plus que 3 par 10 minutes de bolus de 100 ml à 3%. Si les symptômes restent légers à modérés, on se permet de faire une restriction hydrique avec des liquides oraux hypertoniques comme des bouillons concentrés ou du NaCl à 3% ou d'autres choses. On observe jusqu'à une reprise de la diurèse et soit une réduction des symptômes, soit il y a une aggravation. Et là, on peut faire un bolus de 100 ml à 3% de sérum hypertonique et on transfère à l'hôpital. Comment est-ce qu'on prévient? Alors, on prévient surtout, alors ça, c'était la conférence de consensus de Carlsbad en Californie en 2015, qui a tranché et qui dit on boit à sa soif. Si on boit à sa soif, on prévient la déshydratation, on prévient l'hyponatrémie et ça permet de maintenir un plasma, un volume plasmatique et une osmolarité plasmatique normale. Alors après, il y a plein de recommandations un peu différentes. Voilà, il y en a qui disent de ne pas boire plus de 750 millilitres par heure ou boire entre 400 et 600 millilitres par heure. Voilà, dans cette même conférence de consensus, ils disent de réduire la disponibilité des liquides pour ne pas trop boire, d'éduquer les gens. La supplémentation en sodium est extrêmement controversée. Ça préviendrait peut-être l'hyponatrémie, mais ça ne préviendrait pas les hyponatrémies symptomatiques et les cas graves. Du coup, ce serait presque que des prises de sang qu'on améliorerait. Et il ne faut surtout pas que ça cache le fait que prendre du sodium préviendrait l'hyponatrémie. Ça pourrait presque empêcher de bien traiter. Et la surveillance de changement de poids corporel pendant les courses, notamment chez le novice, permettrait d'adapter l'état d'hydratation et serait bénéfique. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça nous donne? Eh ben, en 2015, sur l'UTMB, ils ont fait une étude et ils ont pris deux groupes de coureurs. Un, ils ont dit buvez à votre soif et l'autre, prenez le protocole que vous voulez. Ils ont fait des prises de sang, ils ont regardé ce que ça a donné au niveau de l'état d'hyponatrémie. Ils ont vu pas grand-chose parce qu'en fait, il y a eu quasiment aucune hyponatrémie, en tout cas aucune hyponatrémie symptomatique. Et vous voyez qu'il y a eu très très peu d'hyponatrémie en tout de 125. Il n'y en a pas eu plus dans un groupe que dans l'autre. Et ils en ont déduit que c'était quand même très important de boire à sa soif et qu'il ne fallait pas aller contre les recommandations de cette conférence de consensus, mais que comme ça faisait des années et des années qu'ils faisaient de la prévention et qu'en plus, il n'y avait pas des températures extrêmement importantes et que les gens étaient entraînés dans cette population et dans ces conditions, rajouter un conseil de boire à sa soif n'a pas montré son efficacité. Alors, sur le Grand Raid, il y a eu quelques études. Maxime Dujardin, qui est médecin, maintenant traumatologue là, au tampon, pour ceux qui le connaissent, qui a fait sa thèse dessus sur tout ce qui est passé à l'hôpital après le Grand Raid. Et en gros, on n'a vu aucune hyponatrémie. Carole Bosque, qui est médecin également, qui a fait sa thèse sur tous les trailers du Grand Raid 2009 qui sont passés aux urgences puis en hospitalisation. Il y avait des déshydratations et des insuffisances rénales sévères, mais il n'y a pas eu de cas d'hyponatrémie décrite. Laurent Gergelet, qui est médecin réanimateur à Saint-Étienne,
Alors lui, il a dirigé une recherche où pendant 5 ans, il a appelé tous ses collègues réanimateurs et il a dit dès qu'il y a un ultra-trailer qui passe dans le service de réa, vous me le dites et on regarde ce qui se passe. Du coup, en 5 ans, il y en a eu 21. Il y a eu 2 hyponatrémies sévères à 118 et 113. Et comment ça s'est passé? Alors, déjà, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ceux qui passent en réa, ils passent quelques jours après la course. Donc, c'est pour ça qu'on les perd de vue, hein. Parce que juste après, ça se passe bien, mais c'est après, à J1, J2, J3, qu'il y a un gros syndrome inflammatoire, des syndromes de réaction systémique importants, et les aggravations se font après la course. Donc, ça, c'était la première chose. Et on a eu en 5 ans, dans la région, sachant qu'il a prévenu la Société française de réa, 2 cas décrits d'hyponatrémie. Alors ça, c'est moi-même. Quand j'ai fait le Bourbon avec 4 ou 5 médecins, chercheurs et copains, on s'est fait des prises de sang. Pour nous, ça s'est bien passé. Pas d'hyponatrémie. Bon, je suis content de nous montrer. Voilà. Donc quand même, il n'y en a pas énormément a priori, mais ça dépend des climats et ça dépend des populations. Mais sur des climats même chauds, puisqu'on est à La Réunion, et c'est des ultra-trailers qui maintenant commencent à être quand même bien informés, il y a de la prévention, il y a de la formation, ils savent à peu près boire, ça se passe bien. Ça se passait pas bien quand les gens, il y a 20 ans, on leur disait tu cours, tu bois le plus possible et tu bois, tu bois, tu bois, tu bois. Et on se retrouvait, comme je vous dis, ce case report là de la dame qui avait bu sur un marathon 15 litres par heure. Oui, il ne faut pas faire ça. Alors, quand on a fini le sport, quelles sont les recommandations? On arrête. Donc, voilà, le chapitre hyponatrémie est fini. Donc, qu'est-ce qu'on boit? Quand on a fini, je finis par là, après, on s'est déshydraté et les recommandations sont de boire ce qu'on a perdu. Donc, on se pèse, par exemple, avant-après, si on peut, et on rajoute. Bon, alors là, dans cet article, 40%, mais en gros, c'est 25 à 50% de ce qu'on a perdu, donc c'est plus et petit à petit. S'hydrater à 200% de ce qu'on a perdu n'améliore pas du tout les choses. Alors, on reprend tout et on résume. Que nous dit la Société internationale de nutrition sportive pour l'alimentation et surtout l'hydratation en ultra trail? On boit à sa soif, ad libitum. Vous avez les grades de A, B, C, le niveau de preuve. On peut quand même, pendant les entraînements, définir les pertes de masse corporelle. Donc, on se pèse avant-après. Et du coup, on surveille l'état d'hydratation. Parce que si on augmente son poids, c'est pas bon. Il ne faut pas trop en perdre non plus. 2%, c'est pas trop mal. Et 4% du poids du corps, il ne faut pas perdre plus de 4% du poids du corps. Et après, on rajoute 50% de ce qu'on a perdu pour se réhydrater après. On peut boire, par exemple, allez, 200 millilitres toutes les 20 minutes. Ça donne voilà, et quelque chose d'approximatif. Et peut-être un peu plus, le sel, c'est à peu près 400 mg par litre, ou 1 gramme, enfin, c'est 400 mg de sodium par litre, donc 1 gramme de sel par litre, c'est pas mal. Peut-être un peu plus dans les conditions chaudes et humides. Donc là, par exemple, ils nous disent 500 à 700 mg par litre de sodium, donc un peu moins de 2 grammes de sel par litre. Alors, d'ailleurs, pourquoi du sel? Juste, le sel, c'est le schéma à droite, sert à absorber le glucose. Alors là, c'est la lumière intestinale à gauche et le sang à droite. Et on voit les transporteurs de glucides. Et vous voyez que pour que le transporteur de glucose marche, il nous faut du sel. C'est pour ça que des fois on dit ah ouais, mais le sel sert à absorber le glucose. C'est un peu vrai, mais pas le fructose. Et glucose et fructose, en fait, c'est pas les mêmes transporteurs. C'est pour ça que quand on fait du trail, on dit d'apporter un peu de glucose et un peu de fructose. Ça permet d'apporter un peu plus de glucides. Ça, c'est la question de nutrition. La caféine, on peut en discuter des heures et des heures. C'est relativement diurétique, mais on peut peut-être en prendre pendant le sommeil, et surtout pas d'AINS. Ça, c'est notre consensus de chercheurs. Alors là, ils nous disent, en effet, d'éviter une supplémentation excessive en sodium. Et quand l'accès est limité, il vaut mieux estimer ses besoins et s'hydrater du coup avec un protocole plutôt que peut-être, enfin, il faut le prévoir à l'avance.
À l'entraînement, surveiller sa masse corporelle. Alors, bien sûr, en cas d'entraînement ou à la chaleur, s'acclimater. Ça, c'est très important. Et le dernier point est relativement important, vous allez le comprendre maintenant après tout ces explications de physiologie et de physiopathologie, c'est que l'oligurie, donc le début urinaire limité, c'est pas nécessairement un signe de déshydratation. Vous comprenez que si vous avez une SIADH, eh ben, l'eau ne part plus dans les urines et du coup, s'hydrater alors qu'on a eu SIADH, eh ben, c'est pas une bonne idée. Du coup, l'oligurie, c'est pas une très très bonne mesure. Et la couleur, c'est très discutable. Une couleur rouge peut être extrêmement grave. La plupart du temps, n'est pas grave. Et là, la question, c'est si on dit oui, ben, du coup, quand c'est rouge, c'est peut-être pas grave et qu'on loupe des choses extrêmement graves de type rhabdomyolyse grave, et ben, du coup, on va passer à côté de choses graves. Du coup, on dit quand même, quand c'est rouge, prévenez un médecin. Bon. Là, je passe rapidement. C'est pour vous montrer que, bon, d'ailleurs, c'est sur le gros schéma, des gens qui ont des hydrates au repos, ils sont de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus soif. Ils ont une sécheresse buccale, ils ont envie de boire, et quand on les réhydrate, pouf, ils n'ont plus soif du tout. Mais après, la soif n'est pas corrélée vraiment au poids, ni même à l'osmolarité. Bon, la soif, ça marche quand même pas trop mal au repos, mais pas à l'effort. Et c'est l'inverse que je vais dire de la conférence de consensus maintenant, et c'est pour ça que je vais discuter les choses. Pourquoi est-ce que la soif est quand même pas tout le temps optimale? Parce que parfois, en cas de forte transpiration, on a une nette sous-consommation de liquide. C'est dans le schéma en bas à droite. Vous voyez en abscisse la perte de sueur, en ordonnée l'absorption, et on voit que quand on perd beaucoup de sueur, on absorbe à la soif 2 fois moins que ce qu'on perd. Euh, de la même manière, des fois, la soif, bah, en fait, elle réagit directement. Elle est apaisée avant que la réhydratation soit complète. Et enfin, on a observé des déficits hydriques de 4 ou 5 litres chez le sportif, alors qu'il n'avait aucune soif. Et le schéma en bas à gauche, vous voyez que c'est des marathoniens avec le temps de course, donc plus ou moins rapide. Et les très, très, très rapides ont des taux d'hydratation de 4, 5, 6, 7, jusqu'à 8% du poids du corps. Et du coup, ils considèrent que des fois, plus de 2% de perte de poids de corps, bah, il y a une perte de performance, comme on l'avait vu. Donc, quand même, boire à sa soif, c'est très discutable. Et là, je ressors toutes les études qui discutent l'inverse. Dans les deux du bas, pour prévenir l'hyponatrémie, l'hypohydratation, ils disent de planifier. Et globalement, et je répète ce que j'avais dit au tout début, il est quand même optimal de planifier la consommation d'eau pour des activités de longue durée, 90 minutes. Bon, alors longue durée, en effet, je suis en train de parler d'ultra trail, mais quand on prend des journaux de médecine du sport, ils trouvent ça long. En particulier à la chaleur, lors d'intensité élevée, lorsque la performance est un problème, par exemple, si vous faites un marathon, vous êtes déshydraté, vous perdez 2 minutes et vous n'en avez rien à faire, c'est pas trop un problème pour vous. Mais si vous êtes sportif de haut niveau et puis 2 minutes, c'est important pour vous, bah là, vous allez peut-être mieux vous hydrater. Et on conseille quand même de ne pas perdre plus de 2% du poids du corps. Bon. Et par contre, de ne jamais prendre de poids. Ça, c'est très important. Là, c'est une reprise, encore une fois, de conseils pour le sportif compétiteur. Ils disent quand même de planifier pour les compétiteurs. Du coup, on en revient là. Quand on est déshydraté, on perd du poids du corps. On augmente les contraintes cardiovasculaires. On peut augmenter la sensation de soif. On augmente sa température et on perd en performance. Alors, on peut se permettre de boire à sa soif quand l'intensité de l'exercice est faible à modérée, ça dure moins d'1 heure et le climat est froid à tempérer. Par contre, ça vaut le coup de planifier quand ça dure plus d'1 heure ou 1 heure et demie et qu'il fait chaud. Une dernière façon de le dire, c'est quand est-ce qu'on planifie et on encourage la prise de boisson. Donc, quand il fait chaud, quand il y a une intensité de l'exercice haute, quand on est déshydraté, quand il n'y a pas beaucoup de boissons sur le chemin, quand on n'aime pas boire, on dit ah, j'aime pas boire, j'aime pas boire. Il y en a qui adorent boire et du coup, c'est plutôt l'inverse. Quand, attention aux instructions faibles, c'est-à-dire que si il y en a, on leur dit de boire et du coup, ils vont boire énormément. Et quand, en fait, son apport énergétique est fait par des sources solides, c'est-à-dire qu'on mange, on mange, on mange. Voilà. Les gens qui disent bah, mes apports énergétiques, c'est des boissons isotoniques, bah, du coup, ils buvront d'eux-mêmes. Un petit rappel d'heure. Oui, il me reste
Une minute, c'est ça? C'est la fin, c'est les moins importants. Ça va être un peu les conclusions. Bon, je peux me prendre 5 minutes? Ça sent Allez, bon. je considère. Allez, 5 minutes et puis j'arrête. Ça, c'était pour vous dire que ils ont pris des sportifs, ils les ont déshydratés en 4 séances. Et du coup, ils ont fait courir en état de déshydratation. Ils ont perdu 6% de performance sur un contre-la-montre. Et après 4 séances entraînées en déshydratation, ils ont perdu plus que 1% des performances. Donc, s'entraîner en état de déshydratation diminue la perte de performance. Bon, ça, c'est tout ce qui hydrate. Après, l'hyperhydratation, c'est prendre plein d'eau avec un truc hyperosmotique, glycérol ou sodium. Ça peut améliorer les performances, mais ça augmente énormément les troubles gastro-intestinaux. Mais ça, c'est un peu du trafic. Qu'est-ce qu'on observe maintenant? Alors, les sportifs de haut niveau, dans un championnat du monde d'ultra-endurance, on voit qu'ils boivent à peu près 600 millilitres par heure. Dans certaines courses d'ultra-endurance, c'est ce qu'on observait à peu près, et on voit que les finishers, ils mangent plus et ils boivent plus. Sur le Grand Raid, on voyait que la plupart des gens, plus des 3/4, planifiaient les choses. Ils planifiaient de boire plus de 600 millilitres par heure, donc c'est pas trop mal, mais ils buvaient moins de 500 millilitres par heure. Bon. En fait, ça se passait pas trop mal. On n'a observé aucune hyponatrémie. Par contre, on a observé des pertes de poids de corps chez 80 sportifs en 2021 de plus de 5% du poids du corps. Bon, là, c'est moi qui ai fait une étude en conditions de fatigue importante et on avait quand même 3, 4, 5% du poids du corps observé chez des trailers relativement entraînés. On perd quand même. Et à La Réunion, bon, on a fait une étude avec des questionnaires chez des gens qui faisaient de l'ultra-endurance. Bon, alors, ils s'hydrataient surtout en fonction de leur propre expérience et des conseils des copains. Il y a quand même 45% qui buvaient des sodas et les sodas, c'est pas bon du tout. D'ailleurs, ça contient plein de plastique qui est pas bon, des sucres et puis ça peut même conduire. Il y a des case reports de rhabdomyolyse et d'insuffisance rénale aiguë qui conduisent en réa avec du coca. Donc, c'est vraiment pas bon le coca et c'est 45% des trailers, donc ça, c'est pas bon. Il y a quand même une bonne partie qui disait il y a 4% qui disaient qu'ils buvaient moins de 200 millilitres par heure, donc ça, c'est pas génial. Et puis, il y a un tiers, moins de 400 millilitres, donc on peut se poser la question. Les symptômes, il y en avait quand même plein. Quand on leur demande est-ce que vous avez soif, est-ce que vous avez faim, bah, il y en a beaucoup, beaucoup qui disent oui, mais ce n'est pas corrélé à ce qu'ils mangent. On n'observe pas trop de troubles gastro-intestinaux et je vais un peu vite pour finir. Donc vraiment pas d'AINS, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment extrêmement dangereux. C'est pas bon pour la performance. Ça peut conduire à l'AREA, ça diminue pas les douleurs, donc vraiment c'est pas bon. L'alcool, si vous en doutez, c'est pas bon non plus. La bière sans alcool, à la limite, il y a de l'eau et des polyphénols, c'est plutôt bon. Euh, Si on mange du sel, et ben du coup, dans cette étude, et ça résume un peu toutes les études, rajouter du sel, c'est pas corrélé à l'hyponatrémie, c'est pas corrélé aux crampes, c'est pas corrélé aux nausées-vomissements. Donc franchement, tout le monde en prend un petit peu, soit dans les boissons, soit dans leur alimentation, et ça suffit. Les crampes, c'est autre chose. C'est un peu nutrition-hydratation, mais c'est surtout de l'entraînement. C'est surtout de l'entraînement musculaire, neuromusculaire, etc. Et après, il ne faut pas avoir de graves problèmes hydroélectrolytiques, mais ce n'est pas la seule question. Et en conclusion, entraînez-vous. Comme je vous dis, l'homme est fait pour courir. Et bien sûr que si on est un gros sédentaire et qu'on mange n'importe quoi, et que d'ailleurs on nous vend n'importe quoi, comme si c'était magique, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, on se met au marathon et du coup on boit, on boit, on boit parce qu'il faut boire. Et après, même les médecins, ils ont dit, ah ouais, du coup vous avez mal, rajoutez des anti-inflammatoires. Et après, on est en train de nous dire, mais prenez tel bar, tel bar, tel bar, ça va bien se passer. En fait, ça se passe pas mal, ça se passe plutôt mal. Il faut respecter le corps, y aller régulièrement, progressivement. Normalement, ça se passe pas trop mal. Donc, ceux que nous, on va surveiller, c'est les débutants. C'est eux, on va leur dire, bah, du coup, courez, surveillez votre poids, et puis on va essayer de planifier et de les conseiller. Donc voilà, surtout, pas d'INS, pas trop boire, pas trop de sel, laissez faire les choses. Bon, la nutrition, il y a beaucoup d'effets placebo. Là, on s'est amusé à prendre des sportifs. On leur a dit, bah, regardez, soit prenez cette boisson verte et puis on verra ce qui se passe. Ou alors, soit prenez cette boisson verte et vous allez courir mieux. Bah, ceux, on leur dit, bah, prenez cette boisson verte et vous allez mieux courir. Bah, ils courent beaucoup mieux. Alors, je me permets de souligner malheureusement les conflits d'intérêts qu'il y a entre les grands physiologistes et chercheurs et même les éditeurs des grands journaux de médecine du sport et Gatorade et toutes les boissons. Et malheureusement, même le milieu est influencé. Là, c'est juste une pub sur YouTube que j'ai repris où il montre un coureur qui dit quelle courbature, quel mal de dos, quel état grippal, alors que
Les anti-inflammatoires, surtout, il ne faut pas en prendre dans les courbatures, ça empêche la régénération musculaire, ça empêche la cicatrisation, notamment osseuse, c'est sûr, tendineuse, c'est sûr, ligamentaire, ça peut se discuter, mais vraiment, c'est pas bon. Et en plus, ça aggrave les choses, donc vous ne fiez pas aux pubs. Et bah, fiez-vous à la science, mais là, il y a des conflits d'intérêts qui ont été vraiment soulignés. Ça, c'est un article du BMJ de 2012 qui souligne les conflits d'intérêts entre les publications et Gatorade, malheureusement. Faites faire du sport parce que le sport est extrêmement bon pour la santé, mais même l'ultra trail, il n'y a pas de problème. L'espérance de vie, là, c'est l'espérance de. Bah alors, du coup, on voit que le sport est bon pour la santé, donc c'est tout le truc sport-santé. Si on fait du sport, on augmente énormément son espérance de vie, on diminue les cancers, on diminue les maladies cardiovasculaires, on diminue les maladies neurodégénératives, on diminue les troubles musculo-squelettiques. Alors, vous allez me dire peut-être un peu et pas trop, mais alors il faut voir ce que c'est trop. Dans le deuxième schéma, c'est des sportifs qui ont couru extrêmement rapidement. Du coup, c'est des champions olympiques ou JO et ils ont une espérance de vie augmentée, donc des rapides sur bon, voilà, sur des compètes courtes. Et en bas, c'est les ultra-endurants. Et on voit que même les ultra-endurants, en mode, voilà, pareil, niveau international, ski de fond ou course à pied, ils ont une espérance de vie augmentée par rapport à des populations comparables. Donc vraiment, il n'y a pas de risque quand on en fait régulièrement progressivement. Ça reste là. Et pour alerter encore une fois sur l'urgence climatique, clairement, il y aura des problèmes d'hydratation, il y aura des problèmes de toutes les maladies rénales, cardiovasculaires chez la personne âgée. Et si on fait du sport, on va bien mieux s'acclimater, on va bien mieux s'adapter et il y aura beaucoup moins de problèmes lors de nos canicules. Du coup, on va économiser du système de soins. Donc, courir, c'est bon dans le cadre du réchauffement climatique. C'est bon aussi, il y a une double cause, c'est-à-dire que si on marche et qu'on fait du vélo, eh ben, ça va mieux se passer, il y aura moins de voitures et du coup, il y aura moins de gaz à effet de serre. Et vous voyez sur cette publication que, on sera en meilleure santé, il y aura moins de pollution de l'air, il y aura moins. Donc, en gros, pour sauver des vies et en urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire du sport régulièrement, progressivement et pour tout le monde. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à poser des questions où je peux vous donner la parole. Vous pouvez les poser dans le chat. Je vais aussi joindre dans le chat des petites ressources d'articles sur l'hyponatrémie liée à l'effort, sur notamment les consensus que vous avez cités. Hop. Et je pourrais vous faire passer, ah oui, ce que j'ai pas fait le topo, peut-être, Mhm. en format PDF, par exemple, ça ne coûte rien, voire PowerPoint, ça ne me dérange pas. On pourra le joindre, on le mettra disponible sur le site aussi, si c'est OK. Ouais, C'est parfait. On et je attend suis un peu de disponible voir s'il y a des de questions. remarques, réflexions, commentaires. Bonjour, Bonjour. moi je suis à La Réunion en temps normal et je fais la Diago dans un mois et demi. Et là, il y a 15 jours, je me suis retrouvée à avoir soif comme jamais et j'ai beaucoup trop bu. J'ai pris plus d'un kilo à la fin du trail. Je suis en 50 avec 2000 de dénivelé. Mais c'est vrai que je trouve ça hyper dur de se restreindre de boire. Enfin, j'avais conscience que je buvais trop, mais c'était irrépressible. J'ai même dû arrêter des randonneurs pour leur prendre de l'eau. Et je trouve ça vraiment. Enfin, donc, je ne sais pas si c'est du SIADH que j'ai fait ou de l'interleukine 6, mais c'était impossible de m'arrêter de boire, quoi. Et c'est la première fois que ça m'arrive. L'année dernière, j'ai fait le Bourbon, j'ai pas eu de soucis. C'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, bah quoi dire, planifier. Alors, prendre 1 kilo, c'est pas très grave, mais on conseille de ne pas prendre de poids. Après, à un moment, s'écouter, c'est une bonne chose, mais sur un ultra trail, à un moment, il faut planifier, hein. C'est-à-dire que clairement, Mm. sur un ultra, en général, on fait sonner la montre et on dit de boire tant, on calcule à l'avance, on regarde et on mange tant de glucides et tant d'eau. Et la prochaine fois, si je dois avoir un conseil, du coup, c'est de planifier, de regarder. Il faut calculer combien vous avez bu et combien vous allez boire. Mais je me rendais compte que je buvais trop. Mais je me suis même demandé autre chose parce que la veille, j'avais pas mangé assez. Et je me suis demandé est-ce que le corps a pu enfin, interpréter faussement la sensation de faim et la translater en sensation de soif. Parce que Oui, vraiment, je alors ne oui. comprends pas que ça a pu m'arriver. Ah, mais on a des hallucinations. Il y a un tiers des cas quand on est à plus de 35 heures. En fait, on voit des visages sur les rochers, on entend des voix, etc. Donc, les signaux corporels, en effet, je ne vais pas aller contre la conférence de Carlsbad parce que voilà, on a dit de boire à sa soif, l'homme est fait pour courir, machin bidule et tout. Mais objectivement, à un moment, quand on perd la boule, pour une raison X ou Y, enfin,
Il faut programmer les choses. Et quand on est extrêmement fatigué, qu'on dort plus, la montre sonne ou il y a quelqu'un qui nous remue et qui nous dit, bon, bah là, il faut boire tant. Et les sensations, on ne sait même plus si on a mal, si on n'a pas mal. En effet, là, c'est extrêmement complexe. En effet, moi qui étudie un peu la physiologie, parce que j'aime pas dire physiopathologie, le système nerveux, c'est Il a complexe, ouais. fait- Là, alors la douleur, c'est déjà un gros sujet. La sensation de soif, c'est un énorme sujet. La sensation de soif à l'effort, c'est un énorme sujet. Et en ultra trail, bah, c'est Mm. ça, ouais. Faut être faut avoir plein d'éléments et puis faire au mieux. Si vous avez pris 1 kilo et vous avez eu très soif, bon, alors pourquoi? Bah, comme ça, en 1 minute, je ne peux pas répondre. Mm. Là, dans l'étude où on a demandé à des trailers, là, dans le questionnaire, est-ce que vous avez soif ou est-ce que vous avez eu très soif à des gens qui ont fait plus de 80 bornes, eh ben, il y a plus d'un quart, un quart, ils nous ont dit oui. Donc on a soif, est-ce qu'on a soif au bon moment? Non, mais c'est pas corrélé au poids, mais même au repos, c'est pas corrélé au poids, c'est pas corrélé à l'osmolarité. C'est un mécanisme qui se met en place petit à petit quand on se déshydrate et après qui s'enlève d'un coup, mais qui est très complexe. Le cerveau, Mm. on peut le fausser totalement si on s'amuse. Ben c'est pour ça qu'on fait du coaching mental aussi en sport, enfin, là, mais parce que on peut se faire croire un peu n'importe quoi. Voilà, la question, c'est à partir de quand est-ce qu'on se met en danger et avoir des évaluations objectives. Donc le subjectif, enfin après c'est compliqué de faire de généralité. Le subjectif c'est une chose, l'objectif c'est autre chose. Si vous voyez objectivement qu'il y a un problème, ben, retombez dans l'objectif. Et à un moment, il faut se forcer à minima. Si vous prenez 3-4 kilos et que vous avez soif, eh ben, vous ne buvez pas. Non, ça Vous va, je allez le voir. fais en effet. Ouais. Dans une des études que vous avez citées notamment, c'était aussi montré que, par exemple, la prise de sodium peros, donc dans les solutés ou dans les boissons, des fois, ça augmente la sensation de soif par les récepteurs qui sont locaux, mais du coup, de façon qui est indépendante de l'osmolarité sanguine, etc. Donc aussi, ça peut être des pistes ou des choses qui peuvent jouer. Moi, j'avais aussi regardé un peu sur Internet et je voyais qu'il pouvait y avoir des œdèmes musculaires un peu inexpliqués. Et donc, je m'étais dit peut-être que l'eau est partie se loger dans les muscles, donc finalement, elle n'est pas dans le réseau vasculaire. Enfin, c'était une des explications que je pouvais avoir aussi. Bon. Ouais, alors non, mais les variations de poids peuvent être majeures. Bah là, pendant le grand. Ouais, alors, bah, j'ai alors, des exemples avec des variations majeures. Bah, en moyenne, sur les 80 qu'on a fait, c'est 5% du poids du corps. Bah, d'ailleurs, il n'y a qu'à interroger n'importe quel ultra-trailer. Après le premier, et puis même, il y en a plein. Après le Grand Raid, on avait fait une étude sur des prises de sang, on avait pris le poids aussi. C'était bah, entre le jour d'arrivée à J3, il y avait plus 3 kilos. Du coup, on prend à peu près 3 kilos en général, parce qu'il y a un gros syndrome inflammatoire. Il y a qu'à regarder J'ai même vu des plein. Enfin, j'ai même vu un champion qui a traversé ma porte. Il m'a dit, bon, j'ai pas très peur, mais il a soulevé son pantalon. Il avait des énormes, enfin, des œdèmes des membres inférieurs. On les voit énormément. Le syndrome inflammatoire, il est énorme. Du coup, la rétention d'eau, elle est énorme. Et après le tort des géants, on arrive, même des médecins chercheurs que je connais, on a des plus 10 kilos, hein. On peut prendre 10 kilos d'eau. Ouais, ouais, du coup, il y a de l'eau, hein. Il y a un gros syndrome inflammatoire. Les CPK, mais ça va vous parler. Et je crois qu'il y avait un quart en dessous de 5000, trois quarts au-dessus de 5000, un quart au-dessus de 75 000. Du coup, la CRP augmente, les globules blancs augmentent, du coup, l'inflammation augmente, l'inflammation générale augmente. Et tout ça, c'est intriqué. Du coup, oui, et l'eau là-dedans, c'est compliqué, ouais. L'eau, le sodium, bah, vous voyez, il y a toutes les paires là. Et qu'est-ce qui donne la soif? C'est un peu tout. En plus, c'est au niveau du système nerveux central qui est encore plus compliqué. Donc, ouais, c'est pas un mécanisme absolu, hein. Je pense on peut mourir de soif sans avoir soif et on peut mourir d'hyponatrémie sans avoir eu l'impression de dégoût de l'eau. Sinon, il n'y aurait pas de mort, je pense. Pour sans en venir là, je pense qu'à un moment, il faut essayer de tout croiser. Comme je dis, un grand scientifique qui s'y connaît à mort, qui s'entraîne jamais, ça va pas passer. Quelqu'un qui s'entraîne énormément, qui connaît rien, ben, des fois d'ailleurs, ça passe, hein. Il y a des gens, ils n'y connaissent pas grand-chose et c'est un peu les champions du monde. Et puis, ils s'adaptent au fur et à mesure. Mais à la fin, bon, les grands champions, c'est ceux qui font un peu les deux, quoi. Il faut, un, s'entraîner et deux, s'y connaître.
Mais il faut que la recherche soit humble. En général, on observe les choses. Les chercheurs sont les premiers à être étonnés. Et on essaie après de comprendre pourquoi. Et c'est souvent complexe et multifactoriel. Ouais. Bon, pour dire que je ne sais pas répondre à la question. Bon, en tout cas, c'est un peu hors sujet, mais merci beaucoup. Et si jamais vous avez besoin de cobayes sur des études, moi, j'avoue, je trouve ça hyper intéressant de comprendre. Et Tout sur ce que- irruption.re, pour le moment, on a une landing page, mais on va avoir un vrai site internet. Et l'idée, c'est que toute la recherche et la vulgarisation passent par là. Mm. Du coup, il faut, bon, le site n'est pas fait. Le site de la Soframie est fait, a priori, ce que j'ai compris. Du coup, parfait, très bien. Le site Éruption n'est pas encore prêt, mais il ne saurait tarder. Et là, bah, faut s'inscrire et on mettra les gens au courant. Mm. On essaiera de vulgariser tout ça et de mettre toutes les sources de vulgarisation des résultats et toutes les recherches à venir sur ce site, sur ce moyen de communication. Ok. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Je pense. On a docteur Caroline Grépinet qui demande gel du commerce ou préparation maison. Bon, encore une fois, j'ai ten- franchement, j'ai tendance à militer terriblement pour les préparations maison. Plus le temps passe, pour plein de raisons. Je vous ai même parlé du plastique dans un topo d'hydratation. Bon. Euh, En pratique, il faut regarder molécule par molécule. Bah, je vais vous dire, moi j'ai commencé le trail en 2000, enfin, le vrai trail, ouais, les vrais compètes. Quand j'en faisais, je prenais un peu un. Et en 2015, bah, en 2016, j'ai fait le Grand Raid. Bon, voilà. Et je suis allé dans les magasins pour me dire, ah ben c'est bien fait, c'est cool, ça va être tout prêt et tout. Et j'ai été extrêmement surpris que ce qui avait marqué, j'aurais pu être surpris, que ce qui a marqué sur les étiquettes, c'est pas ce qui a marqué derrière. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Les grosses entreprises, elles devraient nous faire un truc tout fait, tout bien, on n'a pas à s'embêter, hein. Et il n'y a pas. Et il y a du gros mensonge. Et il y a des gens perdus. Et je vois énormément de gens perdus. Alors, il faut regarder ce qu'il y a dedans. Après, il faut regarder ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que théoriquement, il y a des sucres. On n'y a pas accès. Ça peut avoir un côté pratique, hein. Mais du coup, il faut gel. Alors, on a parlé de l'eau, parfait. Si on parle des gels, il nous faut des glucides. Il ne faut vraiment pas moins de 30 grammes par heure. Quand ça dure quand c'est de l'ultra-endurance, même 3-4 heures, c'est 90 grammes par heure. Par contre, alors, ce qu'il faut, c'est ça, c'est 90 grammes par heure. Mais c'est pas, c'est pas digestible. Du coup, il faut s'entraîner à digérer. Alors franchement, si on n'est pas trop entraîné, 60 grammes par heure, c'est déjà bien. Mais essayez de pas trop pas en avoir trop peu, parce qu'à un moment, ça passe pas quand même. Et je vous avais montré les transporteurs. Il y a des transporteurs du glucose et des transporteurs du fructose. Et à un moment, on ne peut pas faire plus, par exemple, sur le glucose de 60 grammes par heure. Du coup, si on veut plus, on est obligé de faire glucose plus fructose. Du coup, on fait glucose et le glucose, donc ça va être le glucose ou les maltodextrines ou l'amidon, mais il faut le digérer. Et du coup, on peut faire 2 tiers, 1 tiers et 1 tiers de fructose. Alors là, bah, on se débrouille comme on veut. Le glucose, ça peut être du sirop de glucose. Voilà, le fructose, ça peut être du fruit, de la purée de fruits. Les maltodextrines, ça peut être des céréales chauffées, etc. Ou les choses du commerce. Et là, après, il faut sortir la calculette et essayer d'avoir ça. Il faut regarder les réserves au niveau hépatique, les réserves musculaires, et essayer de ne pas épuiser ces réserves en apportant des glucides. Et là, franchement, entre de la purée maison ou de la maltodextrine en poudre, théoriquement, il n'y a pas de différence. Sauf que le problème des étiquettes, en dehors des produits chimiques qu'on ne connaît pas, alors il y a beaucoup de mensonges. En gros, des fois, peut-être la caféine, par exemple, ils nous font payer extrêmement cher un truc qui ne coûte rien du tout. Les BCA, il n'y en a pas assez, on pourrait discuter de l'efficacité, mais voilà. Donc en général, c'est de l'arnaque commerciale, le fond de ma pensée. En général. Et après, ça peut être pratique. Voilà. Sinon, il faut regarder derrière. Moi, je dis de regarder derrière, de savoir lire les étiquettes. Et si on sait lire les étiquettes, on sait ce qu'il nous faut et on prend ce qu'il nous faut, alors du coup, ça vaut le coup d'acheter les choses. Mais ce discours, il n'est peut-être pas approprié à tout le monde. Par contre, il ne faut pas changer ses habitudes. Les créoles, moi, je vois, ils prennent des caries et ça se passe bien. Parce qu'en fait, ils mangent du riz, ils font leurs réserves et ça se passe très, très bien.
Euh, hmm. On a docteur Claire qui demande pourquoi le coca n'est pas conseillé du coup. Ah, bah, parce que les sucres sont pas optimaux. Alors, l'osmolarité est pas bonne. Les sucres sont pas du tout optimaux. Je viens de parler de fructose, glucose, donc c'est pas bon. Après, en effet, il y a des acides qui provoquent des troubles cardiovasculaires, hydroélectrolytiques, aggravent la rhabdomyolyse. Euh, du coup, c'est pas bon du tout. Ouais. Ça contient de la caféine. Bah, ça se discute. Euh, Mais du coup, alors, quand on est en train de faire une course, qu'on se prépare, qu'on met son organisme à de telles choses, qu'on voit des gens qui payent même des fois des billets d'avion à je ne sais pas combien d'euros, et bien voilà. Ils regardent à 100 euros leurs chaussures. Et du coup, quand on voit la probabilité d'aggravation des troubles gastro-intestinaux, d'abandon, de déshydratation, de troubles hydroélectrolytiques, de toute façon de perte de performance, avec la quantité de gens qui boivent du coca, c'est juste c'est pas fait pour. Les gens buvaient des boissons d'effort ou à la limite du jus de fruits, ça se passe beaucoup mieux. C'est du fructose et de l'eau. Non, le coca, c'est pas. En fait, c'est trop de sucre, pas assez d'eau et des problématiques un peu complexes dues aux acides qui sont dedans, qui sont pas bonnes. Ouais, du coup, Merci. remplacer vraiment le coca par autre chose. Je sais qu'il y en a. Je sais que les sportifs, ils disent des fois, ça me fait du bien. Bon, voilà, encore une fois, on va se confronter à la science. Et après, je vois les organisateurs, ils disent, ah, les sportifs me le demandent. Et voilà. Et puis, bon, je pense qu'il y a des lobbies qui sont extrêmement bons. Hein. Coca est partout dans le monde. Et il est aux urgences. Ils sont quand on est déshydraté en Afrique. Et ils nous sortent des arguments faux, strictement faux. Ouais, c'est pas bon, ça marche pas. Ouais. Du coup, d'ailleurs, il y a les case reports, là, il y a les 3-4, vous les regardez, vous avez toute la physiopathe qui est complexe quand même. C'est pour ça que je la résume pas bien. Mais vous pouvez la regarder. Ok. Bon, ben merci. S'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, on va pouvoir clore ce webinaire. Parfait, merci beaucoup hein, à tous. Merci Et beaucoup à vous, docteur Le Marchand, pour ce pas de quoi, super topo. Merci beaucoup. Et, et à bientôt à tous. Allez, au revoir, à bientôt. Au Merci, revoir. docteur Marchand. Au revoir, à bientôt.